Vendredi 2 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Miami 2025, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, vous pourrez entendre le plus d'informations possible afin de profiter pleinement de votre week-end de course. Mais avant de débuter avec l'actualité dans le monde de la Formule 1, permettez-moi de vous rappeler que cet épisode du F1 Podcast est une présentation en partie de l'entreprise québécoise Descoeurs Incorporée. Descoeurs Incorporée sont des leaders dans le domaine de la conception d'escaliers et la vente de matériel par rapport à ce domaine. Si vous voulez faire affaire avec l'entreprise, vous pouvez de Laval à Tremblant obtenir leur service à domicile pour un service humain et sur mesure. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est le descripteur analyste des courses de F1 pour la GTCQ.tv, chaîne YouTube. Il est aussi un pilote de la division élite pour nos amis de la team FSR. Il avait d'ailleurs sa dernière manche de son championnat 2025, parce que je pense pas je sais que vous en avez deux fois par année. Je sais Mhm. pas s'il y a une autre manche qui s'en vient cet hiver, mais François Goulet, bienvenue au F1 Podcast encore une fois. Merci beaucoup, Marty, pour l'accueil. Ça a très bien été d'ailleurs dans cette dernière épreuve. J'ai terminé la grande course avec un podium. Alors, Oh, ben ouais, félicitations. En ouais, plus, de staller sur la grille à podium 2 semaines après, ça a bien terminé la saison. Fait que, on a une belle saison, la team FSR. Puis, je remercie mes coéquipiers et Pascal Loyer-Durand, notre chef d'équipe, d'avoir mis sur pied cette ligue-là. Belle saison et grosso modo, vraiment beaucoup de plaisir. dans le fond, les tests ont été concluants la semaine dernière ou la semaine d'avant. Partir en deuxième vitesse, on ne fait pas ça. Donc, lorsqu'on s'élance en première, ça va mieux, François, c'est ça? Ben, avec ma voiture, qui est la Ferrari 458 Italia GT3, oui, c'est la norme. Donc, c'est bon, prenez des notes. Et puis, les faits saillants de ça, pour les gens qui veulent voir François Goulet en pleine action, on peut voir ça sur ta chaîne Gouletski. Ouais, c'est Goulet, ZKY, un peu à la Michel Goulet et Wayne Gretzky mélangés ensemble, là. Et puis, je vais mettre vraiment le fait saillant de la soirée, qui était moi qui défendais une première place. Je l'ai malheureusement perdu, mais ça a été vraiment une belle bagarre là, avec Nord et Jimmy Turcotte. Là, on était deux de large à Watkins Glen dans l'arrêt d'autobus. Pour ceux qui connaissent le circuit, vous allez voir, c'est pas quelque chose qui est normalement très. Ça n'a pas beaucoup de succès normalement comme move, là, mais en tout et partout, là, on a eu bien du fun. Fait que je vais mettre le clip sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a eu beaucoup d'actions, puis ça a malheureusement été manqué là, lors de la diffusion hier là, pour une raison que j'ignore. Donc, je veux vraiment là, que les gens puissent voir là, cette belle pièce d'anthologie de course de la GTRLQ. Ben, tant mieux, tant mieux. Pour les gens qui veulent aller voir ça, ben, rendez-vous sur ta chaîne YouTube. Yes! Avant qu'on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1, on a quand même plusieurs sujets, là, des sujets intéressants, Mhm. des mises au point sur certains dossiers qu'on avait lancés dans les dernières semaines. Mais si tu me permets, un dossier qui me tient à cœur, de l'actualité dans le monde du F1 podcast. Bien sûr, on a en plus de nos 10 000 abonnés maintenant, quand même une marque importante qu'on a Mhm. franchie avec Facebook. Mais il y a aussi la venue d'un nouveau partenaire, un nouveau commanditaire, c'est-à-dire que le propriétaire Marc Labelle, propriétaire de Label a décidé de se lancer dans l'aventure du F1 podcast et de nous soutenir avec les moyens qu'il peut. Donc, c'est toujours le fun que lorsqu'on peut faire cet échange de services-là, on sait que on est une plateforme qui est entièrement gratuite. Donc, lorsqu'on a des compagnies justement comme Label Est, des propriétaires comme Marc Labelle, comme Jonathan de Descoeurs Incorporé, qui décident de soutenir le F1 Podcast, mais ça nous permet de continuer d'offrir du contenu gratuit à nos passionnés de Formule 1. Donc, je tenais non seulement à vous les présenter pour ceux qui n'avaient pas vu notre publication Facebook, mais aussi vous encourager. C'est le temps de la saison, là, justement. Là, on veut mettre la cour présentable, recevoir des amis, faire des barbecues. Il y a aussi le fait que les étés, t'es pas sans savoir, François, que les orages sont de plus en plus coriaces. Hein? Donc, si nos arbres sont pas en état, puis on n'a pas mis ça propre, non seulement pour les barbecues, mais aussi propre pour pas avoir des mauvaises surprises lorsqu'on a des gros vents puis tout ça. Puis à ce moment-là, on se tourne vers des experts dans le cas
de Marc et son équipe, bien, c'est plus de 20 ans d'expérience. Donc, c'est pas la première fois. Ils sont pas à leur première coupe, eux autres, là. Donc, il n'y a pas de défi ou si jamais vous avez quelque chose, un travail qui peut être dangereux aussi, ben, eux autres, ils ont toutes les solutions pour trouver ça. Donc, faites attention de faire affaire avec les bonnes personnes, de faire affaire avec les vrais experts. Donc, se tourner vers la Bellet pour leurs coordonnées. Vous pouvez voir sur notre page Facebook ou simplement m'envoyer un courriel par Messenger. Là, ça va me faire plaisir de vous donner les bons liens pour être sûr que vous puissiez faire affaire avec la vraie compagnie, là, être sûr de faire affaire avec les vrais. Donc, de ton côté, François, j'imagine que on a eu un beau 2 semaines, on s'est reposé, Mhm. on a regardé d'autres séries. Toi, je sais que y a pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'F1 que tu n'écoutes pas de la course automobile, sinon tu en fais de ton côté. Mais dans l'actualité, une nouvelle quand même, on pourrait dire, on va passer dans le domaine du magazine 16 jours. Ben, c'est quand même important de le mentionner que Max Verstappen et sa conjointe, Kelly Piquet, bien sûr, le nom Piquet en Formule 1, on connaît ça, Tout à fait. la fille de la légende, Nelson Piquet, eh bien, ils ont eu leur fille. Elle avait déjà sa petite fille Pénélope d'une association avec l'ancien pilote Daniel Kvyat. Mais maintenant, elle a Lily Verstappen, j'imagine. Je ne sais pas si ça va porter le nom Piquet, mais elle a vu le jour. Donc, c'est pour ça que Max s'est absenté de la journée des médias. Donc, ça sera son premier Grand Prix en tant que père maintenant, même s'il est quand même le père par association de la petite fille Pénélope aussi, puisqu'il veille. Mais là, maintenant, de son propre sang, Lily a vu le jour. Donc, ça sera sa première course en tant que père. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des pères sur la grille de départ. C'est une drôle de coïncidence comme ça parce que je pense qu'il y avait seulement Kevin Magnussen, puis là, Magnussen n'est plus là. Non, Maintenant, ben, peut-être je me demande si Hülkenberg. Hülkenberg aurait pas des enfants C'est aussi. ça. Parce que Perez n'est plus Ouais, là. Perez avait des enfants. ouais, tout à fait. Magnussen n'est plus là. Puis c'est peut-être, t'as raison, il y a peut-être juste Nico Hülkenberg. C'est quand même une drôle de Oui, j'aurais statistique. tendance à dire que oui, de Oui. mémoire, Hülkenberg a des enfants. Je peux peut-être même rechercher ça là, Si tu entre veux deux paroles, mais compléter félicitations à. notre nouvelle séjour. Ouais, c'est ça. Félicitations à Kelly Piquet et Max Verstappen pour la belle Lily. Je crois qu'elle va prendre le nom Verstappen parce que entre toi et moi, c'est un nom quand même qui est gage de succès. Donc, je suis pas mal certain là, que de toute façon, quand même qu'elle aurait un ou Ouais, l'autre c'est des ça. noms, ça, ouais, elle va peut-être avoir les deux, même Lily Piquet Verstappen, mais ça commence à faire non. Ça commence à faire long, pardon, lors d'un autographe, signature d'autographe, avoir un nom comme ça. Exactement, mais c'est des noms, disons, qui riment déjà avec plusieurs titres de champion du monde, que ce soit le Piquet ou Verstappen. Donc oui, félicitations à eux. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, François, tu me disais que, ouais, de toute façon, c'est facile, à toutes les semaines, on parle de Cadillac quasiment, là. Oui, c'est ça, ça Je, arrive un sujet. je choisis laquelle que tu aimerais mieux te rappeler en premier, mais tu me disais que ça commence à presser quand même de choisir leur alignement, voir les pilotes. Si on veut Mhm. commencer à veiller au développement, faire du travail d'usine, toutes ces choses-là. Puis là, moi, je suis allé avec mon côté marketing, puis je t'avais dit, écoute, je regarde le calendrier, Austin, c'est loin, Vegas, c'est loin. Je t'avais dit, s'il y a une annonce à faire, j'irais aux alentours de Miami. Là, toi, t'avais dit, c'est pas fou pantoute. Mais Mhm. finalement, c'est vrai, c'était pas fou pantoute. On avait de la suite dans les idées puisque c'est demain, journée samedi soir, qu'il y aura un événement. J'imagine que c'est le soir parce que dans le jour, ils vont être pas mal occupés au circuit. Ça serait un peu niaiseux de la part de Cadillac de faire un événement en même temps que les qualifications. Donc, on va se Mhm. donner rendez-vous dans un endroit jet set de Miami. Il y en a plusieurs, je peux te dire, pour avoir eu la chance d'y aller, d'y aller assez régulièrement. Euh, ils vont faire un bel événement, ils vont présenter quelque chose, ça risque d'être la voiture, leur couleur, l'agencement, donc c'est pour les gens qui aiment les livrées puis tout ça, ça va être intéressant de voir ça. Il y a Sergio Pérez qui est là, on sait que la communauté hispanophone dans le coin de Miami, il y en a beaucoup, donc c'est sûr que ça sera un grand coup si on est capable, si on a tous signé les bons documents, puis on a vraiment choisi de lancer notre dévolu sur le pilote mexicain, d'aller de l'avant puis probablement le présenter au cours du week-end. Donc, il y en a qui ont fait leur petite recherche comme quoi il était bien là, son jet privé, toutes ces choses-là. Donc, ça reste à voir. Est-ce que tu t'attends, toi, à ce qu'on annonce un pilote demain? Puis penses-tu qu'on est vraiment rendu là à nommer Sergio Perez? Pas nécessairement qu'on nomme les deux pilotes, mais au moins un de ceux-là demain. Ben, ça ferait beaucoup de sens parce que normalement, lors de nos discussions, on trouvait que déjà c'était un peu tard pour savoir les pilotes de l'écurie Cadillac. Déjà qu'on savait que Nico Hülkenberg serait pour Audi au-delà d'un an avant même l'arrivée d'Audi officielle là, sur la grille. Donc, en ce qui concerne le dévoilement de demain, c'est sûr qu'on est excité de voir un peu la voiture en tant que telle, mais on est beaucoup plus excité de savoir qui pilotera la voiture. Et ça a été un sujet qui a été abordé encore une fois sur la page du F1 Podcast. Simon Bachan a abordé
que Perez ou Bottas, nous, on a surtout pointé là, comme étant probablement le choix le plus logique, n'était pas d'emblée peut-être ses choix préférés pour bâtir une équipe, mais il faut quand même penser à quelque part que les choix sont pas hyper nombreux dans ceux qui sont disponibles et sur lesquels on peut bâtir une équipe. À part justement Perez, Bottas, là, il y a des pilotes comme Jou, et on a même, tu sais, j'ai même écrit on ne parle pas de Russell parce que Russell n'a pas de contrat l'année prochaine, mais Russell en ce moment est sur la sellette parce que Mercedes veut savoir si Verstappen va rester avec Red Bull et n'importe qui a une occasion de mettre la main sur Verstappen va le faire. Donc, moi, je pense pas que Russell irait là, mais on ne sait jamais avec un chèque est complètement exorbitant de plusieurs dizaines de millions de dollars parce que Russell exécute à un très haut niveau. On ne sait jamais ce qui peut arriver là, avec Cadillac et les pourparlers. Donc, j'ai bien hâte de savoir qui va piloter la voiture. Perez est là-bas. Ça se pourrait bien, écoute, qu'il soit allé dans cette direction-là, parce qu'en même temps, comme j'ai dit l'autre fois, on l'a jugé un peu trop vite, peut-être, avec la Red Bull, avec ce qu'on sait maintenant. Donc, l'option Perez devient de plus en plus crédible. Donc, j'ai bien hâte de voir et j'espère qu'ils vont nous dévoiler un pilote demain. J'écoutais Mario Andretti qui est sur comment on appelle ça en français? J'ai board director, j'ai juste le terme en anglais, c'est conseil d'administration, Ouais, directeur du conseil d'administration pour l'écurie. Pas Michael, c'est bien Mario Andretti, le père, qui est sur le conseil d'administration. Lui il disait que Perez paraît plutôt bien depuis le passage de Lawson chez Red Bull. Je suis pas nécessairement c'est d'accord sûr. avec ça. Je pense que, euh, admettons, si Lawson n'a pas bien paru, ben Sergio Perez a mal paru sur une très longue période plutôt que sur 3 grands prix, là. Donc, Ben, moi, je ouais. trouve que quand même, ça l'a comme remis ça y a comme ordonné un petit velours quand même, là, Mhm. le fait que Lawson ne puisse pas conduire Non, la je voiture. comprends, mais tu sais, c'est quand même un pilote d'expérience tu sais, on prend la consolation vers un pilote qui a 11 courses, qui a eu de la misère Ouais. à faire. Je me dis qu'on se tourne, tu sais, quand on se compare, on se console, sauf que la comparaison entre le gars d'expérience, Sergio Perez, qui a été là beaucoup plus longtemps dans la voiture, c'est ça, tu sais, beaucoup plus de temps pour s'acclimater, a pas réussi. Je comprends que là, du côté de Lawson, qui a 11 Grands Prix, il a pas réussi en 3 courses à faire quelque chose avec. Ça aurait pu faire l'effet contraire. S'il avait eu beaucoup de succès, on aurait dit, ah ben là, Perez, puis ça fonctionne pas super bien pour Tsunoda non plus. Donc je comprends où ce qu'il veut en venir avec ça, sauf que je me dis peut-être aussi on essaie de se rassurer. Je comprends le point de Simon Bachand aussi qui amène. Il aimerait avoir plus de créativité de la part de Cadillac, sauf que on se rappelle que la saison dernière, Audi a essayé par tous les moyens d'aller chercher un Carlos Sainz, mais un nouveau projet comme ça, il n'y a pas de grand pilote qui voulait y aller. Ocon n'a pas Mm. voulu aller là. On se rappelle que Hülkenberg a accepté, mais il y a un lien Ouais. entre le fait que Hülkenberg est allemand, puis Audi, c'est une légende allemande, c'est une marque. Donc pour lui, si moindrement il a un bon agent, puis lui-même c'est un gars d'affaires quand même, Nico Hülkenberg, voit plus loin aussi, voit à long terme que tu peux rester un ambassadeur pour Audi. Il a déjà une relation avec Porsche aussi. On sait que les propriétaires à travers tout ça, le groupe Volkswagen, donc tu sais, Mhm. il y a bien des liens avec ça à faire sur le long terme pour Hülkenberg. Donc c'est un mariage plus naturel. Sauf pour attirer un pilote de la trempe de George Russell dans un nouveau projet comme Cadillac, Ouf. j'ai vraiment aimé le point que tu as apporté, par exemple. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que ça va arriver. Sauf que Mm. faut pas sous-estimer le pouvoir de l'argent. Tu sais, Ouais. tu sais, comme tu dis, moi, j'étais là, s'ils sortent un 50 millions, il va y avoir de la misère, puis toi, tu m'avais dit, on a dit ça hors J'ai micro, dit, tu m'as dit ouais, 30. 30, 30. déjà là, Ouais. ça pourrait le faire réfléchir mais c'était bon parce que ça amène une autre perspective de dire que c'est vrai que pour un pilote comme George, même 30, il va se dire, c'est ça, est-ce que Mercedes veut égaler cette offre-là, ou on sait que, puis là, en même temps, George Russell, comment il se sent d'être le gars qui attend, mais en même temps, Ouais. c'est un pilote tellement jeune pour aller Mhm. développer une nouvelle écurie. Ça tient pas debout, mais j'aime le point que t'as emmené. Quand Mm. on le regarde, on se dit, ah, On ne catch sait is king. jamais. C'est ça, Ouais. fait que. Ben, c'est dans Ghostbuster hein, qui disait, en chasseur de fantômes, il disait, je pense que c'est Ernie, quand il arrive, il dit, pour un chèque avec beaucoup de zéros, je veux bien croire à tout ce que vous voulez. Donc, mais en fait, je pense que Simon Bachat, j'ai une suggestion à lui proposer. Pourquoi on ramènerait pas justement Jacques Villeneuve pour bâtir l'écurie dessus? Parce qu'il y a juste 54 ans, Jacques Villeneuve, puis j'ai remarqué récemment que Brad Pitt retournant à F1 à l'âge vénérable de 61 ans. Ah oui, Donc, ça fait. tu Oui. sais, on n'est jamais trop vieux. Ben, si Non, mais blague à Sylvester part. Stallone a été capable de le faire dans Driven,
Hein, fallait qu'on parle de Driven. Ah, Ah, c'est Seigneur. ça. Non, non, Ah, oui, 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 mais j'espère que je comprends que les gens, j'espère que les gens comprennent qu'on fait des blagues là, avant qu'on ah leur ouais, reçoive des tout courriels. à fait. Êtes-vous malade, Jacques Vidal? Ouais. S'ils arrivent à ce moment-là dans le podcast, ils vont faire de quoi ils De parlent. quoi qu'ils parlent, les autres? Non, revenons aux choses sérieuses, On est mais deux gars intoxiqués ouais, du vendredi c'est qui ça. font un podcast. On risque de tomber dans cette catégorie-là. Mais Euh, ça pour dire, oui, ça va être à suivre Cadillac. On n'a pas ouais, plus de détails. Demain, on va en savoir plus. On va surveiller ça avec attention espérons-le. dans la soirée, de voir qu'est-ce qui va se passer du côté de. Puis il y a toujours un deuxième pilote aussi, là. Oui, tout à fait. Les Ah candidats, ben, il y en a à qui cet s'éloignent. égard-là, on en Oui. a parlé, je sais pas si j'avais nommé, mais l'autre fois, à la course de Formule Indy de Long Beach, Mhm. euh, ah, son nom m'échappe, mais Palou? Non, non, ben, en fait, c'est Carl Kirkwood, le pilote, mais OK. c'est le dirigeant de l'équipe Cadillac. On en a parlé dans l'autre podcast, et là, Ouais, son nom. Graham Loudon, qui est le Non, manager de Joe. non, c'est pas du tout ça, mais je vais te le OK. trouver. En fait, je vais revenir là-dessus. Mais il était présent avec Ah, OK, l'écurie non, non, c'est. Andretti. OK, non, oh oui, je sais c'est qui tu veux. On C'est a parlé, là. Torres, Monsieur Ah oui, Torres. Dan Torres. Dan Donc, Torres, c'est Dan ça. Ouais. Torres était là, présent à Long Beach. Et Carl Kirkwood a gagné le Grand Prix de Long Beach, qui est dans la même écurie que, justement, Colton Herta, Andretti. Donc, Carl Kirkwood, pilote américain, on ne sait jamais. Donc, je lève le drapeau là, pour ceux qui ne connaissent pas Carl Kirkwood, très bon pilote, jeune, aussi en essor en IndyCar, victoire à Long Beach, qui n'est pas un circuit qui est facile. Donc, et Dan Tarris était sur place. Donc, je laisse ça entre vos mains pour que vous puissiez regarder peut-être à droite à gauche là, s'il y a des développements là-dessus. Ouais, comme à la base, on voulait un pilote américain, donc on se demandait si c'était toujours possible, puisque un gars comme Colton Herta semble s'éloigner. Bien sûr, des candidats comme Palou a dit lui-même qu'il s'éloignait. Il n'est pas américain, quoi Non. il est connu là-bas, là, puisqu'il fait il roule sa bosse en Oh oui. Indy. Il est pas mauvais en Indy, disons, hein. C'est ça. Fait que Disons qu'il est parti pour battre des records, là. c'est ça. Fait que c'est sûr que pour ça, et ce qui pourrait attirer l'attention, il y a toujours Pato Howard, pilote aussi, un Ouais. pilote mexicain, mais avec une grande notoriété aux États-Unis. Donc, ça reste à voir de ce côté-là. J'avais envie de faire un parallèle. Tu sais, on se demande, est-ce que avec la prochaine nouvelle que j'avais à vous présenter aujourd'hui, il y en a peut-être pas, puis il y en a peut-être un en même temps. Ah oui, ouais. Oui, c'est ça. C'est que on en a profité au cours du week-end pour assurer que on prolongeait le Grand Prix du Mexique jusqu'à 2028. Est-ce que Mhm. ça a un lien avec le fait que Sergio Perez revient en F1 samedi, même s'il va pas courir samedi, là, que pensez pas ça, mais je veux dire, pour la saison 2026, est-ce qu'on annonce, on ferait l'annonce? Est-ce que ça a un lien? Moi, j'ai déjà dit, si le Mexique a absolument besoin d'un pilote mexicain pour s'intéresser à F1, tant qu'à moi, il mérite pas un Grand Prix. Mhm. Ici, pendant plusieurs années au Canada, on n'avait pas de pilote canadien. Rien enlevé à Lance Stroll, mais je pense pas que c'est lui qui fait courir les foules non plus. Non. Tu sais, il prendra pas personnel, mais vous comprenez où je veux en venir. Oui, oui. Donc, puis il y a plusieurs places à travers le monde qui n'ont pas de Grand Prix ou qui n'ont pas de pilote dans leur catégorie qui vont pareil. Ça fonctionne quand même, la Formule 1. Donc, Mhm. le Mexique, pour moi, je me dis, si on va là simplement pour Sergio Perez, est-ce qu'on mérite vraiment un événement? Puis moi, le Grand Prix du Mexique, je l'adore, là. C'est un circuit, je Oui. trouve le fun, c'est plaisant, l'événement, le party, puis tout ça. Sauf que, en tout cas, est-ce qu'on peut faire un lien, le fait que Perez revient puis on signe jusqu'en 2028? Ça reste à voir, mais la nouvelle a tombé au cours de la semaine, puis on s'en va vers là en fin de semaine. Donc, Je suis content que cette course le reste, moi, parce que en aussi, dépit aussi. du fait qu'il y ait un Mexicain ou pas sur la grille, c'est vraiment un circuit qui est intéressant. Il y a toujours de bonnes bagarres. En même temps, l'héritage de course du circuit Hermanos Rodriguez est quand même important, là. Il y en a eu des courses de Formule 1 là-bas avant le retour là, Ben avec le oui. stade et tout ça. Tu sais, je me rappelle d'une course que Nigel Mansell, me semble, avait gagné, là, si c'était pas en 91, quelque chose du genre. Donc, euh, en fait, c'est ça. Fait que c'était vraiment un beau circuit, le fun. S'il y a un lien, quand j'ai vu ça aller, là, la nouvelle, quand tu sais, dans notre planning, j'ai dit, ah, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que la F1, c'est quelque chose. Ça s'est peut-être justement jasé en amont. Et, ah, ben, avec l'engouement Perez qui revient, on renouvelle. Tu sais, moi, je pense peut-être au côté commercial de la chose, mais je préfère, tu sais, qu'eux autres se basent sur le fait que c'est une course, que Perez soit là ou pas, ça reste une course très, très excitante et le peuple mexicain est au rendez-vous, Perez ou pas, là. C'est aussi le comité organisateur du Grand Prix du Mexique le sait peut-être aussi. Ouais, C'est c'est pour ça. ça qu'on Donc, on veut si aller ça plus loin. arrive, là, si Ouais. demain, on va peut-être, tu sais, demain soir ou plutôt lorsque vous allez faire, toi et Kevin, la rétrospective de la fin de semaine, peut-être qu'on va en être rendu à avoir fait ce lien-là et que ce soit un peu Ça en se camp. tienne plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que là, je regarde aussi la longueur.
Puis tu vas voir avec la prochaine nouvelle, le Grand Prix de Miami, on a extensionné de 10 ans. On avait déjà un contrat en poche jusqu'à 2031, donc on les emmène jusqu'à 2041. Oui, c'est du cas par cas, mais on a l'habitude, normalement, lorsqu'on donne une extension à un Grand Prix, ça va plus loin que simplement 2028. 2028, ça pourrait emmener Sergio Perez à la fin de sa carrière, 2026, 2027, 2028. Ça coïncide avec un contrat de 3 ans, mettons. Tout à fait, ouais. C'est que c'est pas comme si on s'est compromis ou je veux dire, on a décidé d'aller pour un contrat long terme du côté du Mexique non plus. On est satisfait de se rendre jusqu'à 2028 comme si on attend de voir la suite des choses. Donc là, c'est bien de la spéculation, puis c'est pas notre fort ici au F1 Podcast. Non, Donc, je vais arrêter avec ce côté-là, mais c'est juste les nouvelles s'enchaînent, puis des fois, on se dit, ah, il y a peut-être pas de fumée sans feu, puis des fois, ouais, il n'y a pas d'hasard, mais des fois, il peut y avoir du hasard aussi. tout à Ce fait. qu'il n'y a pas d'hasard, François, c'est que la livrée Ferrari, elle est dans maudit. Ouais, ben, c'est pas ma préférée non Ah, plus, là. ouais. De- en même temps, les livrées dans la fin de semaine, j'ai déjà vu des concepts plus attrayants, là. Ah, ben, en même temps, c'est subjectif, là. Ouais. Mais, ouais. La seule chose, je pense, qui détourne l'attention de la livrée Ferrari, qui est vraiment manquée, c'est les uniformes de Mercedes. Ils ont l'air des Hmm. morceaux de saumon. Il y a ça, Je mais sais pas si tu as vu on ça, aime là. le Ah. saumon, dans le fond, c'est bon le saumon. En Ouais. même temps, ils sont proches de l'eau, hein, donc Oui, il y a ça doit peut-être être un concept là. le Mais lien à c'est, faire. ouais, je trouve que le Ferrari ont mis beaucoup, ben, ils ont mis beaucoup d'emphase sur le commanditaire là, à l'arrière. Donc c'est comme si l'auto était vraiment deux couleurs là, au lieu d'avoir juste le commanditaire. Mais bon, si je me trompe pas, HP c'est un commanditaire américain. Ouais. Donc, Hewlett Packard. Donc, écoute, c'est pour aller chercher de la part de marché, comme on dit, cash is king. Donc, écoute, de toute façon, on va les regarder de face, comme ça, on n'aura pas ce souci-là. Ben, moi, je les ai même pas partagés sur notre page. C'est pas une livrée spéciale. Non, C'est un c'est un panneau commanditaire. publicitaire Ouais, agrandi. exactement. C'est C'est pas, ça. je trouve que c'est raté. C'est vraiment raté. Puis, c'est peut-être mes attentes qui étaient trop hautes, mais l'année dernière, je trouve qu'on avait manqué notre coup, puis on a réussi à faire pire. Fait que on a vraiment, là, ils ont trouvé une façon de nous faire apprécier ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Là, tu Mhm. regardes ce qu'ils avaient fait, puis tu dis, ah, c'était pas si pire finalement. Moi, j'étais déçu parce que, je sais pas si tu as vu les uniformes qu'on a sortis, mais pas uniformes, mais les vêtements, là, Oui, les chandails blancs. Dans le fond, en place, on a comme inversé les couleurs. C'est connu dans le basketball. Toi, je pense que c'est la NBA qui avait commencé ça. Tu sais, les inverted colors, donc les oui. chandails avec des couleurs inversées. Après ça, là, à Montréal, les Canadiens ont eu un chandail bleu. Les équipes de la Ligue nationale aussi ont copié un peu la NBA. Ils sont allés dans ce sens-là. C'est une belle façon de vendre la marchandise avec des concepts qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais là, je me suis dit, ici, du côté de Ferrari, les chandails qu'on a sortis étaient dans la même lignée que la voiture. Donc, on inverse les couleurs. Donc, ce qui est blanc présentement devient rouge et ce qui est rouge devient blanc. J'avais comme un concept dans ma tête, puis quelque chose de plus pâle pour Miami. Puis je trouvais que ça serait réussi, ça serait beau. Finalement, ça n'a pas été le cas, on n'a pas été vers là. Fait que, message à Ferrari, l'année prochaine, si vous avez besoin d'aide, F1 Podcast va s'occuper de vous donner des conseils parce que présentement, je trouve que c'est pas très beau. Du côté de Racing Bulls, ben, lorsqu'on comprend pourquoi qu'on l'a fait, on comprend mieux. Oui, les couleurs pastel en Floride, ça va bien, mais il y a aussi un nouveau produit Red Bull qui va être Mhm. commercialisé aux États-Unis, donc c'est la couleur de la canne. C'est pour ça Oui, qu'on s'est ben on tourné l'a vers. ici, hein. On l'a ici, OK, Ouais, c'est ben. c'est le nouveau Red Bull à la pêche blanche, Ah bon. qui est, soit dit en passant, délicieux. Ah, Donc, c'est bon. ouais, Je pensais que t'allais dire dégueulasse, je sais pas pourquoi. non, non, J'étais écoute, non, négatif, ouais. mais il est, j'en consomme une fois de temps en temps, là, c'est pas pour Mhm. faire de la pub pour Red Bull, mais pour me réveiller une fois de temps en temps. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ben, la pêche blanche, oh, intéressant, j'y ai goûté, très bon. Ben, c'est bon. Puis de toute façon, ça fâchera pas personne qu'on fasse une pub gratuite pour Red Bull parce que la Belle Est ne fait pas de boisson énergisante. Puis Non, Daker Incorporé, pas encore non plus. Donc, nos commanditaires, je pense pas qu'ils vont être fâchés tout à fait. que tu as fait une pub à Red Bull pour leur nouveau produit. Ben, c'est ça, c'est la couleur de la canne, c'est le Ouais. magenta. Donc, c'est pas rose, c'est magenta, c'est Ah, ça? Ouais. faut jouer avec les mots, hein. Ouais, je pense que pour tout le monde, c'est rose, mais s'il y en a qui se demandaient le code de couleur, là, si vous voulez peinturer une chambre pour enfants ou votre voiture, ben c'est ça, c'est magenta qu'il faut rechercher pour avoir ça. Et du côté de Stack, ben on est allé, on a poussé ça loin, hein, on a attaché des ballons de peinture au plafond, on a Mhm. laissé ça tomber sur la voiture. Et ils ont fait un vidéo commercial là, qui est disponible sur le F1 Podcast qu'on vous pouvez voir, qu'on a partagé. J'ai pas de misère à croire que c'est comme ça que ça a été fait. On dirait que Ouais. la voiture a joué une game de paintball. Tu sais, Oui, oui, oui. on voit des éclaboussures de. Moi,
Ben, j'ai pas trippé, là. Je sais pas de ton côté, mais tu l'as dit Ben, un peu. Il y a pas grand-chose qui a réinventé la livrée, là. Donc, c'est les couleurs de base sont juste, je vais inventer un verbe ou un adjectif, paintballifié. Moi, je suis un gros fan de paintball, par exemple. Donc, on aurait peut-être pu me laisser tirer sur la, la la voiture, Steak c'est ça. Sauber. Mais en gros, c'est ça. Écoute, c'est tel que tel. Je trouve pas que ça a été le coup de la livrée du siècle. Tu sais que du côté du F1 podcast, on essaie toujours de voir le positif à travers les choses. Oui, Elle a moins de peinture, la stack. Donc, on peut quasiment mettre ça dans notre version des mises à jour du week-end. Et on a retiré de la peinture en ouais, mettant plus simplement des légère. éclaboussures. On peut peut-être être, c'est ça, peut-être être plus rapide. Donc, Mercedes, pas de livrée, mais des costumes Ouais. les pilotes ont l'air des morceaux de saumon. Du côté des pilotes, ben, toujours des casques un peu spéciales, hein. Mhm. Lando avait fait le ballon de plage, avait fait le ballon de basketball, que tu devais avoir apprécié. Tu es un grand amateur de basketball. Oui. Mais là, maintenant, il a fait la disco ball. Es-tu un amateur de disco, toi, François Goulet? Oui, Hein? j'écoute ces temps-ci avec mes enfants beaucoup de Boney M, groupe mythique des années 70, début 80. Oui, je peux dire que j'aime quand même l'époque disco. C'est pas ce que j'écoute le plus dans mon auto, mais c'est groovy, ça fait bouger. Donc oui, puis moi, évidemment, étant un gros fan de basketball, j'apprécie le casque de Monsieur Norris. Ouais, que Norris avait fait. Mais si t'es un amateur de disco, là, il va falloir que tu te tournes vers notre CNV radio, là, sur lequel les ondes que je fais ma chronique le jeudi matin. Ah, ben Nous je suis autres, abonné, hein. ah ben c'est ça. Puis on a Mario Lirette la fin de semaine là-bas là, qui met les plus grands succès disco le week-end. Donc tu trouverais peut-être ton compte là aussi, en plus des chroniques du jeudi de ma part, F1 Podcast à 7h. 7h45. Je vais m'y intéresser cette fin de semaine sans faute. Ah, faute. Ben, c'est ça. Puis en plus, l'autre côté, ben, Alex Albon, lui, la Floride, c'est reconnu pour les oranges. Ben, son casque, c'est une grosse orange. Ouais, ben écoute, c'est quoi? C'est Florida Sunshine State, puis c'est l'orange justement qui est sur la plaque d'immatriculation. Attends un peu, mais Exactement. pour revenir sur le casque de Norris, moi j'ai peur que avec le reflet du soleil, ça puisse éblouir les autres pilotes et qu'ils soient disqualifiés. Euh, Heureusement que maintenant, on les voit pas. Ils sont tellement rentrés dans les T'as voitures raison. avec le halo puis tout ça, mais t'as raison que c'est assez... Ouais, c'est le genre de casque qui réfléchissant. aurait été beau à la noirceur, là, tu sais, peut-être à Mhm. Vegas, peut-être qu'il va le ramener. Ah, on Euh, sait jamais. Autre nouvelle aussi, on parlait des anciens pilotes Red Bull, on a parlé Mhm. de Sergio Perez, mais il y a aussi Daniel Ricciardo qui a annoncé un partenariat avec son ancienne écurie Red Bull. Donc, il va plus précisément, lui, il vient aussi de l'Académie Red Bull. Donc, il va Mhm. commanditer avec son entreprise de vêtements, son entreprise de lifestyle qu'on appelle en anglais. Donc, il produit, je pense, plus que des vêtements, là. Ça s'appelle Enchanté. Donc, Oh. deviendra un commanditaire partenaire qui habillera les pilotes de la F1 Academy qui appartient à Red Bull. Donc, il s'agit d'un retour aux sources avec lui. Il veut redonner, puis avec ce partenariat-là, ben, c'est sûr qu'il va acquérir une visibilité aussi. Donc, petite nouvelle intéressante là, que Daniel Ricciardo est de retour d'une certaine façon avec son entreprise enchantée du côté de Red Bull. C'est ce qui conclut l'actualité. Avais-tu quelque chose à ajouter sur nos sujets, nos livrets, pas mal? Ouais, une chose, c'est que Mhm. j'aimerais bien voir le retour de Daniel Ricciardo, moi, dans une voiture quelconque, dans une série, et non Oui. pas comme pourvoyeur de vêtements. Je suis bien content, puis je suis content qu'il soit là, quoi que ce soit, mais Ricardo, je suis un peu déçu de ne pas le voir soit en endurance, soit en Formule Indy ou en V8 Supercar cette année, comme on l'avait spéculé. Donc, Daniel, reviens-nous, s'il te plaît. Daniel, reviens. Peut-être une petite pause, une année sabbatique, mais c'est vrai qu'il y a encore des bonnes années devant lui, pas nécessairement en F1, là. Faut pas se méprendre, je pense que c'est terminé de ce côté-là. Mhm. Mais comme tu as raison, dans d'autres catégories, même une petite course NASCAR là, du côté Ah oui, oui, oui. Une course en ouais, circuit routier ben là, il a manqué Austin, puis il aime beaucoup Austin, c'est mais il ça. reste d'autres courses à faire, le Roval à Charlotte, Watkins Glen, peut-être avec le projet 91 de l'écurie Trackhouse qui amène des talents comme Kimi Raikkonen qu'ils ont fait à un moment donné, Shane Van Gisbergen, maintenant qui fait carrière en NASCAR. Donc, Jenson Button avait Ricardo, là. fait Austin aussi il y a une Oui, couple Jenson d'années. Button a fait ça. Oui, il est Ouais. arrivé quelques fois. Il y a même Kamui Kobayashi qui a fait, pour ceux qui se rappellent de lui, il était avec Caterham là, à l'époque. Kamui Kobayashi, qui était un pilote très rapide quand même, juste manquait de fond, a fait des courses de NASCAR. Là, c'était aussi, je crois, soit à Indianapolis ou c'était au Roval de Charlotte ou les deux. Bon, ben c'est le message est lancé, mais je pense qu'on a encore du temps, mais tu as raison que ce serait le fun de le voir plus tôt que tard
de voir encore ce qu'il peut nous donner. Puis c'est sûr que le côté marketing là, pourrait faire rendre de fiers services aux États-Unis parce que son nom est très populaire, hein, Tout à fait. Daniel Ricciardo, là. Toutes les fois que je parle à quelqu'un qui s'intéresse, qui commence à la F1, on me parle toujours de Daniel. Il est encore là, Daniel Ricciardo? Non, malheureusement, il n'est plus là. Mm. Donc, c'est ça qui conclut notre actualité pour aujourd'hui. On peut se lancer dans le week-end de course du côté de Miami. C'est les sprint shootout qui avaient lieu aujourd'hui. Eh bien oui, François, comme on le disait, la F1 débarque en Amérique pour la première fois de la saison et pour une deuxième fois en 2025, ça sera un week-end sprint. Ça débutait aujourd'hui avec la sprint shootout sur ce fameux tracé. C'est déjà une quatrième fois qu'on se présente aux alentours du Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami dans la NFL. Un tracé de 5,412 km, 19 virages. On peut atteindre des vitesses de 350 km à l'heure. C'est la cinquième ligne droite la plus rapide du calendrier. Trois zones DRS, 57 tours qu'on aura au cours de la course de dimanche. Mais demain, c'est une épreuve de 100 km, donc on va pas tout de suite dans les 57 tours. C'est pour ça qu'on avait cette séance de qualification-là aujourd'hui. À noter aussi que Pirelli a apporté les gommes les plus tendres, ajustement par rapport aux autres saisons. Donc, ça serait intéressant de voir du côté de la préservation des pneus si ça va affecter ou venir compliquer la tâche des différentes écuries. Premièrement, comme on le fait d'habitude, à part la semaine passée, je suis allé un peu trop vite puis je me suis lancé dans les mises à jour, mais le circuit, là, ton appréciation pour ce fameux tracé-là, est-ce qu'on commence à s'habituer? Au début, les critiques avaient été vives, on disait que c'était trop difficile de dépasser, mais finalement, les statistiques prouvaient que Miami était un des grands prix où il avait eu le plus de dépassements. C'est juste qu'on les avait pas vus à la télévision, comme quoi le travail des producteurs, l'équipe de production sur un grand prix vient jouer beaucoup sur le spectacle qu'on voit à la télé. Ben, c'est sûr que souvent, ils ont la caméra braquée sur peut-être les meneurs et le nombre de dépassements est grosso modo global au sein de la grille. En termes d'appréciation du circuit, écoute, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, je te dirais, là. Je suis mitigé un peu parce que d'entrée de jeu, le spectacle n'a pas toujours été nécessairement bon, mais en même temps, c'est peut-être un peu la faute des réalisateurs. Et je suis prêt à laisser quand même la chance à Miami. Parce qu'il y a quand même des sections que j'aime beaucoup. Ils Côté sont là jusqu'à spectacle, 2041, fait que j'espère ouais, que tu es là, en prêt. même temps, je trouve c'est ça, là. J'espère que Faut que je fasse mon deuil de. c'est ça. Puis c'est qu'en même temps, on a tellement apprécié le spectacle que Vegas nous a offert que, puis là, on parle de Grand Prix américain, qu'on a comme fait, ah, Vegas est mieux que Miami en termes de course. Mais Miami, c'est un beau secteur. Je trouve qu'ils ont bien fait ça autour du Hard Rock Stadium. Écoute, ça a l'air d'être un circuit très plaisant à piloter, du moins pour les pilotes, parce qu'il y a beaucoup de S, de sections rapides où le pilotage est pointu. Donc, un peu des S à la Silverstone, si on veut, ou à la Suzuka. Et surtout, la chicane un peu curieuse là, que Martin Brundle a qualifié de chicane Mickey Mickey Mouse. Mouse. Ouais, c'est ça. Avant le virage 16, qui est très difficile. On a vu des pilotes, on va en reparler tout à l'heure, là, frotter, sinon taper le mur. Écoute, moi, je suis prêt à laisser la chance à ce circuit-là parce qu'on a vu dans le passé que des fois, un circuit peut avoir une course très ennuyeuse et l'année d'après donner une très bonne course ou vice-versa, comme c'est arrivé avec Suzuka cette année, la course était très soporifique, mais d'habitude, Suzuka donne du spectacle. Donc, je pense que tout est une question aussi de température. Peut-être, je te disais qu'ils annonceraient peut-être de la pluie dimanche. Et aussi, ils ont apporté, je crois, les gommes les plus tendres là-bas, ce qui va peut-être nous donner une course à deux arrêts. Moi, Miami, écoute, c'est là pour rester, selon toute vraisemblance, et je suis prêt à lui laisser la chance, mais il a encore un peu de preuves à faire côté spectacle de mon côté. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est encore nouveau. C'est très rapide. Mhm. Tu sais, on dit, moi j'ai dit 19 virages parce que c'est ça qu'il y a sur la statistique, mais c'est pas vraiment 19 virages, c'est des enchaînements, ça tourne, tu sais, dans les lignes droites, ça tourne un petit peu des fois, mais ça tourne pas tant que ça, là. Il y a quand même trois grandes lignes droites. Je trouve qu'on a bien aménagé ça, tu sais, pour un circuit qui est temporaire, ça a pas l'air de ça quand tu le regardes. T'as l'impression que c'est toujours là. C'est vrai. Je sais pas si tu as le même sentiment lorsque tu Oui, regardes oui, ça, tout là. à fait, C'est tout à tellement fait. aménagé, on a tellement construit aux alentours de tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je l'aime pas, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même
on a quand même des endroits de dépassement. Il y a des choses à voir. Il y a des, ça peut donner un bon spectacle. J'y crois qu'il y a moyen que ça soit bon à Mhm. Miami. Encore là, déjà là, dans la dernière saison, on nous a montré des meilleures images. Là, c'est sûr que oui, on y va pour un week-end sprint. Donc, puis là, il y a pas beaucoup de gomme aussi sur le circuit. Tu le disais, l'année dernière, ça a été la même chose puisque c'est temporaire. La pluie souvent arrive à cause de l'humidité. C'est Mhm. comme ça à Miami, on n'est jamais à l'abri d'une petite pluie. Même si vous sortez puis la météo dit il annonce de la pluie aujourd'hui, on remet pas nos plans parce que il y a toujours ces annonces-là, puis des fois, ça arrive pas, ou quand ça arrive, c'est de très courts moments. Sauf que c'est quand même un ennemi des écuries puis des pilotes parce que on passe tellement de temps à essayer d'étendre cette fameuse gomme-là. On n'a pas deux séances, on n'a pas trois séances d'essai libre, on n'en a qu'une. On tombe Mhm. déjà en qualification, ça glissait quand même beaucoup aujourd'hui. Puis ici, là, s'il tombe de la pluie ce soir, ben, c'est tout à recommencer demain lors de la course sprint qui va être sur l'heure du dîner. Donc à ce moment-là, c'est un peu l'ennemi, mais depuis quelques saisons, ça a été dans les habitudes. Donc ça vient alimenter le spectacle d'une certaine façon, mais ça vient aussi compliquer l'adhérence, la vitesse que les écuries peuvent aller, mais ça fait partie de tout ça. C'est ça, la Formule 1, on contrôle pas tout ça, ça se passe à l'extérieur, puis ça fait, c'est une des beautés aussi à voir, puis dans ce temps-là, ben, c'est ça, on peut pas prévoir ça. Mais c'est quelque chose à surveiller au cours du week-end si la pluie va venir un peu troubler le travail des pilotes et des écuries au point de vue adhérence. Pour les améliorations, Red Bull avait commencé une triple phase qui avait débuté le dernier week-end en Arabie Saoudite. C'est très rare qu'on voit des améliorations sur un week-end sprint, on le disait, parce qu'il n'y a pas de séance de libre. Donc, si on se trompe ou on n'est pas capable de récolter les bonnes données tout de suite, on part dans la mauvaise direction, point de vue fenêtre de performance, mais on peut pas récupérer de ça. On a vu des écuries se faire prendre au cours des dernières saisons. C'est quand même une formule qui est assez fraîche en Formule 1. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a ces week-ends-là. Donc, les écuries commencent à comprendre la complexité d'apporter des mises à jour. Red Bull a décidé de continuer à bâtir malgré ça avec une autre mise à jour de son plancher. Cette fois-ci, c'est sur les côtés. C'est toujours dans la mission de venir générer l'appui et la centraliser. Donc, on a beaucoup de difficultés sur l'équilibre de la voiture entre le train avant et le train arrière. Donc, c'est ce qu'on veut faire un peu. On veut venir localiser l'aspiration, localiser l'appui aérodynamique qu'on va chercher avec l'effet de sol. Donc, à ce moment-là, c'est dans cette ouverture-là qu'on décide d'apporter cette amélioration-là. C'est rien de majeur, mais c'est quand même quelque chose qui continue de bâtir, qui devrait nous rendre service sur le circuit de Miami. De l'autre côté, Mercedes, ben, on y va avec un nouvel aileron arrière. C'est une mise à jour qui vient vraiment pour les spécifiques du circuit. Donc, on peut dire que c'est pas vraiment quelque chose qu'on veut révolutionner la saison avec. C'est vraiment pour éliminer la traînée, là, surtout lorsqu'on disait avec trois grandes lignes droites à Miami, c'est drôlement important. Du côté de Alpine, ben, on apporte quelque chose d'assez gros, là, une vraie mise à jour. On n'a pas eu peur parce que c'était un week-end sprint. Ce qu'on a refait, c'est les copes des freins. Donc, on sait que ces fameux tuyaux-là d'aération pour le système de freinage, c'est très perturbant côté aérodynamique. Donc, lorsqu'on peut les rétrécir parce qu'on les a pas de besoin ou on peut les maximiser nécessairement à certains endroits lorsqu'on a vraiment besoin de refroidir nos freins, comme Miami. Mais normalement, lorsqu'on vient travailler là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est chercher un compromis entre les deux. Donc, garder nos freins à la bonne température tout en n'affectant pas nécessairement le flux aérodynamique qu'on a besoin sur la voiture. Donc, à ce moment-là, l'écoulement d'air, on veut pas troubler ça avec ça. Du côté c'est ça de la voiture, la A525, ça sera la mise à jour qu'on va avoir pour le week-end. Ça serait intéressant de voir si on peut bénéficier quelque chose des gains nécessaires pour améliorer l'écurie alpine. Du côté de Stack, on disait que je faisais la blague qu'une mise à jour, moins de peinture, ça pourrait les faire aller plus vite. Mais on a aussi emmené un nouveau couvercle de moteur. On a aussi changé la dimension, la géométrie de la suspension plutôt, toujours pour venir améliorer la structure de la circulation d'air tout au long de la voiture. Un peu le même problème pour tout le monde, hein. On veut toujours maximiser ce qu'on a comme aérodynamique pour être capable de balancer ça sur toute la carrosserie au complet. Et du côté de Aston Martin, ben on a changé un peu la conception de l'aileron avant et de l'aileron arrière. Encore là, l'aile de poutre aussi est changée, mais tout ça, c'est tous des éléments qui sont pour être spécifiques au circuit de Miami. Donc, on peut pas vraiment les considérer comme une amélioration de l'auto. C'est quelque chose qu'on avait prévu depuis le début de la saison. On veut pas arriver là puis perdre de la vitesse dans les grandes lignes droites. Donc, du côté d'Aston Martin, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qui conclut toute la partie de la trajectoire technique pour les voitures pour le week-end à Miami. Surprise,
certains l'attendaient à un certain moment au cours de l'année. Est-ce Mhm. qu'on pouvait se dire déjà au sixième Grand Prix que le jeune Kimi Antonelli, 18 ans, signerait déjà une première pole position? Bien sûr, il faut le dire, c'est pour une course sprint, mais quand même, Ah, lorsqu'on l'étude est la même, c'est Q1, Q2, ouais. Q3. On travaille encore, c'est encore plus compliqué, on pourrait dire, parce qu'on a seulement un train de médium en Q1, un train de médium pour Q2, puis un train de gomme tendre pour la Q3. C'est la fameuse différence dans le règlement d'une séance de qualification de sprint. A quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Kevin Fontaine, notre collaborateur, l'avait placé comme étant le pilote recru de l'année pour la saison 2025. Donc, c'était une prédiction qu'il y avait. Jusqu'à maintenant, ça va du bon côté pour lui. Moi, j'avais dit qu'il gagnerait au moins une épreuve, qu'il réussirait au moins à gagner une course. Je trouvais que c'était une grosse prédiction au début de saison, mais là, ça devient pas mal évident que ça va arriver à un moment ou un autre. Ben, écoute, déjà là, il part en bonne position. C'est très impressionnant de la part d'Antonelli. Euh, Pole de course sprint, non négligeable. Moi, à mes yeux, c'est aussi important qu'une pole de vraie course parce qu'il n'y a pas de pilote qui donne de chance à personne là, Non. dans la course sprint. Donc, très impressionnant de la part d'Antonelli, surtout en voyant les temps qui ont été abaissés là, de la part de Russell Verstappen, un peu comme ça. Et là, il restait les McLaren à rentrer et ils n'ont pas pu dépasser Antonelli. Donc, c'est impressionnant. Toutefois, je veux soulever le fait que, encore une fois, course sprint, j'ai un doute sur le fait que Mercedes a appris un peu je vais faire des guillemets avec mes doigts, de l'entourloupe Ferrari Oui. du Grand Prix de Chine. Même Alex Albon l'a soulevé, il disait pas sûr que la voiture est légale parce qu'il dit elle fait beaucoup d'étincelles. Donc, j'ai l'impression que peut-être Mercedes a justement profité du fait que c'est de la course sprint et qu'il ne risque pas d'avoir une disqualification à cause de la planche qui s'userait trop et a mis la voiture un peu plus basse et est capable d'aller chercher une performance avec ça. Donc, c'est quelque chose que je voulais soulever parce que tu sais, ça a été mis dans l'air de la part d'Alex Albon, puis en même temps que la performance d'Antonelli, je lui enlève rien, là, mais la voiture était très rapide aujourd'hui. Non, puis c'est une question qui a été soulevée justement sur la page de F1 Podcast par certains auditeurs. Qu'est-ce qui est arrivé avec Mercedes? Il semble plus rapide qu'à l'habitude. Puis on vient de le nommer, il n'y a pas de grosses améliorations qui ont été apportées. C'est un point que j'avais souligné aussi, que je voulais te présenter, donc je suis content que tu l'apportes. Le fait que on a eu cette discussion-là entre nous concernant le fait que sur une course sprint, Mhm, comme Lewis Hamilton avait fait, si tu mets la voiture très basse, puis sur 20 tours, 19 tours, c'est 100 kilomètres. Donc, c'est toujours arrondi, dépendamment combien de tours ça donne pour arriver à ce fameux chiffre du 100 kilomètres. T'as pas le temps d'user assez tes fameux patins en titanium qu'on n'a pas le droit d'user plus qu'un millimètre. En course, lorsqu'on fait une cinquantaine de tours, l'étude est différente. Donc, on pourrait, c'est ce qu'on avait élaboré comme stratégie, dire mhm, pourquoi que on pourrait pas tricher, puis c'est pas tricher, hein, parce que techniquement on peut le faire, là. Comme tu dis, tu fais bien de mettre les guillemets, puis je les mets moi aussi, même si les gens ne voient pas. Tricher dans le sens que on abaisse la voiture d'une façon que sur une course de 57, 58, 60 tours, on serait probablement pas capable d'éviter la pénalité ou la disqualification plutôt de trop user. Mais là, sur une course, une course sprint, on n'a pas le temps de l'user, mais on peut bénéficier du fait d'être près du sol parce que c'est le nerf de la guerre. Avec l'effet de sol, plus qu'on est mhm, capable de se rapprocher du sol et d'être capable de venir sceller le dessous de la voiture, c'est à ce moment-là qu'il y a une forme de balayeuse, d'aspiration qui se fait l'effet Venturi, qui fait que la voiture vient se coller au sol. À ce moment-là, si vous êtes collé, plus d'adhérence, vous êtes capable de prendre les virages beaucoup plus rapidement. En Formule 1, on le dit, il y a 3 lignes droites à Miami, mais il y a 19 virages. Donc, c'est toujours mieux de capitaliser sur la vitesse en virage plutôt qu'en ligne droite parce qu'on mhm. tourne plus souvent qu'on roule en ligne droite. Donc, à ce moment-là, sur une F1, c'est le nerf de la guerre d'être rapide dans les tournants. Donc, oui, c'est quelque chose à surveiller. Aussi, mentionner qu'Antonelli devient le plus jeune dans l'histoire de la F1 avec 18 ans, 8 mois et 8 jours à obtenir une pole. Sébastien Vettel va quand même conserver son record puisque c'est une pole de Grand Prix. Sauf que c'est Mhm. bon de le mentionner, mais lui, il avait 21 ans, 2 mois et 11 jours. Donc, quand même une grosse différence. Il avait accompli ça au Grand Prix d'Italie en 2008. Donc, c'est un record qui, quand même, durait depuis longtemps qu'Anthony a réussi. Donc, c'est pas rien, là, l'accomplissement qu'il a fait. Et c'était tout un tour, hein. Je sais pas si tu as vu la reprise. Puis, Oui, pour en oui. rajouter, là, on va y rajouter des fleurs. Il y a 70 tours de pratique en simulation, point final. Il a jamais été sur le circuit de Miami.
pour faire. Il n'a jamais piloté là avant aujourd'hui. Donc, tu sais, quand on parle de période Mhm. d'adaptation pour des pilotes dans une nouvelle voiture, période d'adaptation, on le mentionne quand un pilote n'a jamais été sur un circuit, tout ça, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Sauf que le gars est à son 6e Grand Prix. Première fois en Amérique en Formule 1. Il y a un gros spectacle alentour de ça. Se fait pas déconcentré, arrive, 70 tours de pratique, puis il signe la pole position. Tu l'as dit, l'étude est la même. Je mentionnais Mm. Q1, Q2, Q3, puis les pilotes, c'est les mêmes adversaires. Tu as quand même battu aujourd'hui, tu as battu les Max Verstappen, Ouais. Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Lewis Hamilton. La liste est Ouais. longue. C'est les meilleurs au monde qui sont là avec toi. Là. C'est pas parce que c'est une sprint que tu courses avec des moins bons que toi. Là. C'est toute l'élite. Là. Très impressionnant, sérieusement. Puis justement, j'avais une question à te poser parce que je ne connais pas la réponse. Je la suppose, mais les fameux patins en titanium. Mhm. Euh, à quel moment exactement sont-ils remis à neuf? Est-ce que c'est juste avant la qualif et un coup que la qualif est fait, on est en parc fermé et on n'y touche plus, ou c'est ailleurs, avant la course, dans les pratiques X, Y, Z? Est-ce que tu as cette information-là? Parce que moi, je ne la connais pas et ça m'intéresse de le savoir. Mais je sais que tu dois faire ta course avec des nouveaux patins. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont remplacés avant la dernière séance de qualification? J'oserais dire que oui, mais dans mémoire, le règlement, que lorsque j'avais pris le temps de le lire il y a ne serait-ce 2 ans de ça, lorsque c'est devenu un sujet, excuse-moi, qui est devenu plus populaire, à ce moment-là, on parlait que ces patins-là étaient retirés entre chaque séance. OK. Donc, Donc, remis normalement, à neuf avant la course ouais. serait à date l'info qu'on a. Donc, on va quand même, j'imagine qu'on va pouvoir trouver la réponse. Ah, en parlant de réponse, Hülkenberg a une fille. Ah, il y a une fille, bon, c'est ça. Fait que Oui. donc, seulement 2 parents sur 20 pilotes, quand même, Mhm. Ouais. Mais qu'on est-ce a que sur. ça va changer, pour revenir là-dessus, est-ce que ça va changer les performances de Max Verstappen? Parce que on se rappelle qu'il y en a que la fameuse rumeur que lorsque les pilotes ont des enfants, ils pensent à leurs enfants et là, ils mettent la pédale un peu douce parce qu'ils ont peur. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Maintenant, surtout avec la sécurité qu'on a à F1, les pilotes n'ont plus cette peur de la mort, je dirais, et de ne plus être là pour leurs enfants. Mais tu te rappelleras qu'Alonso avait dépassé Schumacher dans le 130R à Suzuka. Il avait dit quand il fait ça, il se rappelle que Michael Schumacher, il fait ça, puis il se rappelle que Michael Schumacher a deux enfants à la maison et qu'il n'aurait pas risqué là, de rentrer en contact. Je Donc, je dirais voulais que souligner ça. je pense que ça dépend des personnalités. Ouais, en même temps, ouais. On- Verstappen n'a pas cette personnalité-là, là. Il est agace. Exactement. De loin, là, bien sûr, on n'est pas dans sa tête, là. Non, non. Mais tu sais, je sais que c'est pareil pour les boxeurs. On se rappellera Eric Lucas qui avait, lors de son combat avec Michael Kessler, avait mis un genou à terre et avait vu ses enfants passer devant lui là, dans sa tête. Puis c'est là qu'il avait décidé que c'était pas mal fini. Puis après ça, Mhm. ça n'a pas été sa retraite, mais après ça, il y avait disons, des craintes qui s'étaient installées. Est-ce que, tu sais, on n'est pas. Je peux pas dire dans la psychologie d'un pilote, est-ce que Max Verstappen, un jour, ça pourrait arriver dans sa tête suite à un accident ou que ça passe proche, puis penser à ça, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense Mais que c'est quelque chose qui appartient à la vieille époque. ouais, Quand ou à c'était chaque plus pilote. un Ouais, danger, aussi. quand c'était plus un danger de rouler en F1 et que la mort était omniprésente, là, je pense que on est dans une époque où ce comportement-là risque de se détacher. Exactement. Mais tu fais bien de l'apporter, c'est un détail quand même que c'est pour ça qu'on l'a mentionné en début d'épisode, qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. C'est sûr que si on voit qu'il est moins agressif à partir du week-end ou dans les prochaines semaines, on pourra peut-être faire des liens. Mais c'est ça. Mais à première vue, je pense pas que c'est le pilote qui se cadre là-dedans, là, mais ça reste à voir, tu sais, du cas par cas. Oscar Piastri, deuxième. On l'attendait premier, mais quand même, encore une fois, devant Norris. Donc, pour lui, ça continue. Semblant en grande confiance. Côté de Norris, pas de confiance envers la voiture. Hein. Il répète souvent, Mm. cette nouvelle monture-là, c'est pas la voiture qui. Il y a quelque chose qui clique pas. Hein, si on peut, tu te permets l'expression, c'est pas mal Ouais, ça. Donc, la distance entre Antonelli puis Piastri est très petite et tout à un fait. dixième pile entre Norris et Antonelli. Donc l'écart, là, on le voit à quel point que justement le pilote italien de Mercedes, jeune prodige, a vraiment été chercher là, les derniers petits dixièmes pour être capable justement de battre les McLaren. C'est pas facile à faire. Il a réussi à trouver la petite touche là, qui lui manquait. Verstappen n'est pas très loin non plus, même si l'écart est tirant, mais quatrième sur un circuit où il a des difficultés. Puis en passant, je voulais faire une parenthèse tantôt. Tu
tu as mentionné la section Mickey Mouse du Oui, circuit. Là. C'est bien en dessous que Martin Brundle oui. a baptisé, c'est bien en dessous des viaducs. Hein. Tu parlais où ce que c'est C'est plus ça. lent. La Puis c'est chicane qui monte, qui est en devers, tu sais, c'est une chicane qui est très serrée, qui est juste, en fait, j'ai l'impression que c'est juste une contrainte géographique d'avoir fait cette chicane-là, mais en même temps, elle monte, mais elle ne monte pas à plat, tu sais, c'est vraiment un relief bizarre en devers, Mais tu et sais ça nous pourquoi qu'elle est amène comme au... ça, hein? Non, en fait, éclaire ma lanterne, s'il te C'est plaît. à cause de la clairance qu'on n'a pas avec le viaduc. Donc, si les OK. voitures arrivent trop vite, comme on a déjà vu des voitures Ah, ça me dit de s'envoler, quoi? Oui, oui, ouais, à oui, ce oui, moment-là, ça comme me on fait à revient. Singapour aussi, à un certain endroit, on Oui, fait une espèce de chicane bizarre. Puis à Montréal, on est l'exception qui dérange les commissaires depuis longtemps. C'est pour ça qu'on a modifié là, sous le pont des îles. Les voitures arrivent très, très vite. oui. On n'avait pas la clairance en dessous du viaduc, en dessous du pont plutôt, là, qu'il y a là. Fait que c'est pour ça qu'on a creusé là, dans les dernières années. Je pense qu'on a fini ces travaux-là. Justement, ça a été tout resurfacé, là, parce que ça faisait longtemps que ça dérangeait que si deux voitures à pleine vitesse se disputent la Ouais. chicane à Montréal, il y a un accrochage, une des voitures lève, pourrait bien aller cogner le viaduc. Donc là, c'est pour ça qu'à Miami, on a le luxe que c'est un nouveau tracé. Puis quand on est arrivé là, on dit on n'a pas la clairance, donc les voitures ne peuvent pas passer vite en dessous de ça. C'est Pour ça très intelligent. Puis ouais. on a parlé tantôt du film Driven Oui, avec Sylvester Stallone, mais pour ceux qui voudraient voir un film où un événement comme ça est arrivé, c'est le film Free Jack avec Emilio Estevez et nul autre que Mick Jagger qui joue là-dedans, Anthony Hopkins, il y a beaucoup d'acteurs là-dedans. Et c'est l'histoire d'un pilote qui se fait shipper, mettons, voyage dans le temps, il se fait prendre juste avant son accident lorsqu'il percute un viaduc. Et il se fait transporter dans le futur pour justement, c'est une affaire de science-fiction, mais l'accident est exactement comme tu le décris. Donc, je comprends très bien maintenant là, le pourquoi de cette chicane-là. certains diront que même Driven est un film de science-fiction. Je me demande qui l'a vu dans nos auditeurs, le film Driven, mais écoutez, là, ça reste quand même un bon divertissement, Oui, mais puis je te l'ai déjà avoué, puis je vais l'avouer, on fait des blagues maintenant, mais moi, quand j'étais jeune, Driven, pour moi, c'était un très, très bon film. Puis pour vrai, ça hmm. l'est encore. Mais il y a beaucoup d'erreurs. Mais en tout Ouais, cas, ouais, ouais, on ouais. pourrait en parler en long et en large. On pourrait faire Ouais, ouais. un Un épisode à un moment donné épisode Driven. sur les films de course. Mais oui, Driven, moi, quand j'étais jeune, il y avait la magie, je trouvais ça excellent. Ouais. Mais aujourd'hui, je comprends que les personnes plus aguerries du sport, là, qui n'avaient pas leur magie d'enfant, ont vu plusieurs. Ouais, il y a des choses qui ont dérangé. Verstappen, quatrième, Russell, cinquième. Première fois qu'ils se battent par Antonelli. On est allé trop tôt en piste du côté de Mercedes et Red Bull. On a décidé de prendre notre séquence, d'avoir la piste à nous tout seuls, éviter les drapeaux rouges, toutes ces choses-là. On n'est pas à l'abri de ça. On se rappelle que Verstappen avait perdu une pole position à cause d'un drapeau rouge qui avait été du côté de Sergio Perez. Donc, Russell, cinquième, lui aussi était trop tôt en piste. Sixième pour Leclerc, ça va pas hein, du côté de Ferrari. Là, on Hmm. parle d'amener des améliorations comme on le fait toujours, c'est à Imola qu'on va avoir ça, donc le week-end prochain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis après ça, on dit que la refonte des règlements là, de la FIA pour les ailerons flexibles, on a une autre partie de ça là, qui va rentrer en Espagne. Du côté de Ferrari, on dit que c'est ça qui va donner l'élan de la nouvelle mise à jour et après ça, on va être capable de bâtir là-dessus parce qu'on dit que présentement, McLaren et Mercedes ont trouvé une façon de rendre ces fameux ailerons flexibles-là. Puis on n'a pas trouvé du côté de Ferrari comment faire ça, du côté de Red Bull non plus. Donc Leclerc dit que ça va faire, du côté de Ferrari, plutôt, on dit que ça va faire descendre les performances de la Mercedes et de la McLaren et on compte là-dessus justement pour Ferrari pour avoir après ça un second souffle et être capable de compétitionner peut-être pour la victoire à nouveau. Du moins, mais on n'avait pas de rythme. La voiture est pas belle, mais c'est pas ça le problème, elle est pas rapide non plus. Sixième, septième pour Hamilton. Albon pour huitième. Huitième, je veux dire, contraire chez Williams, on semble dangereux. Dans le sens que des écuries, justement, si Hamilton là, il se réveille pas, il y a eu Sainz dans les deux derniers week-ends en avant de lui. Albon est là aussi, donc on pourrait causer des surprises. J'ai envie de dire, là, on va établir quelque chose maintenant où elle fait un podcast, là, Mhm. la surprise label est là, pour qui va résister à la coupure, là. Mais les Williams pourraient très bien, le Sainz, il y a eu une petite malchance, là. Mais pour la séance de qualification de demain, à surveiller les Williams, ça pourrait être la surprise label est de la semaine, là, qui sont des spécialistes au niveau de la coupure
pur, donc ça vient concept avec les séances de qualification à surveiller les deux Williams, je te le dis, François. J'adore ça. Il y a quelque chose là. Neuvième pour Adjar. Adjar qui fait Wow. toujours bien en qualification Incroyable, hein, encore. Ah, pareil. très bon, très bon. Et Ouais. à part le premier Grand Prix de l'année, là, on va arrêter d'en parler, Ah, mais on l'oublie, on on l'a l'oublie vite, oublié. là. C'est ça. Il nous aide à le faire oublier. Puis en Mhm. plus, Adjar, si je me rappelle bien, c'était en Q1 qu'il a juste eu un seul tour. Et même non, c'était pas justement en Q3 aussi qu'il a fait un seul tour, Isaac Adjar? Oui, parce que le problème, c'est que ton train de pneu est déjà usé. Fait qu'à ce Ouais. moment-là, il n'y a pas vraiment de façon de rebattre un temps. On va nous faire croire, là. Verstappen a réussi à le faire, mais c'est très rare qu'on va voir quelqu'un améliorer, là. Hmm. Mais je me rappelle bien en Q1, je pense qu'Adjar avait comme dû avorter son tour ou avait manqué Oui. son tour et était sur la corde raide. Si ça passe ou ça casse, là. Il y avait pas de temps d'inscrit, c'est ce que je me rappelle bien. Puis finalement, ça passe avec Adjar. Mieux que Lawson. Donc à date, Adjar est en train vraiment de solidifier sa place dans cette écurie-là. Il est bon sous pression, Adjar aussi. Quand même, hein? Puis Ouais. j'écoutais les commentaires de Laurent Mekies, qui est le directeur de l'écurie. Il disait c'est une éponge. Il arrive, tout ce qu'on lui dit, il absorbe les informations, il les met en pratique. Tu sais, parfois, là, il y a des jeunes qui arrivent, puis ils ont leur attitude, ils ont leur agent, ils n'écoutent pas Mhm. nécessairement, ça se passe comme ça dans tous les sports, mais c'est pas le cas d'Adjar. Adjar est très réceptif, puis selon Laurent Mekies, puis même le retour qu'il donne aux écuries déjà, on trouve ça très bon. Puis on a eu un épisode, là, j'avais une discussion avec Kevin Fontaine cette semaine. On parlait que l'épisode qu'on avait fait comme quoi que faudrait que la F1 ne fait pas confiance à ces catégories de développement pour donner la Je me chance. rappelle, ouais. Si on le parle pas dans Cadillac F1, mais Drogovic qui perd son temps chez Aston Martin, c'est un champion d'F2. Est-ce que c'est un pilote qui pourrait à un moment donné attirer l'attention de quelqu'un, tu sais? Puis là, il y a une couple d'années, on disait, prendre des chances sur des jeunes, j'y crois pas. C'est sûr que lorsque les modèles qu'on a en tête sont Nicolas Latifi, Logan Sargent, ça fait peur Mhm. d'emmener un jeune en F1. Ce qu'on comprend cette année, là, c'est qu'il n'y a pas, il y a rien de mal à apporter à un jeune en Formule 1. C'est de Non, prendre non, les bons. Prenez les bons exactement. pilotes, puis vous serez servi. On le voit, Adjar, Antonelli, Burman. Oui, il a fait une Mhm. erreur, il a frappé en pratique aujourd'hui, mais quand même, très bon pilote. Après ça, Doohan, il a ses défauts, mais quand même, il y en a qui ont fait pire Il que est lui. encore là, le Doohan, là. Oui, Il était quasiment crucifié ou c'est ça. il était déjà éjecté pour la majorité des gens en début de saison, là. Ah, il va faire ses 5 courses parce que on se disait 6 au total, puis on comptait Abu Dhabi l'année dernière comme étant la première. Mais Doohan est encore là, là. Il était pas très content aujourd'hui, là, mais il Non, est encore là. ben On va y revenir, exactement. oui. On va en revenir, puis c'est la pression parce que là, il y a des rumeurs que les commanditaires de Colapinto ont commencé à avancer de l'argent, puis là, on met de la Hmm. pression sur Dune. On lui a dit qu'on allait poursuivre l'étude, mais il doit quand même fournir des résultats. Donc, c'est Ouais. peut-être ça qu'on a senti aujourd'hui qu'il y a la pression au-dessus de sa tête, mais quand même, je veux dire, c'est pas la meilleure recrue présentement, sauf qu'on a vu pire. Puis je sais que je veux pas comparer par le bas, mais ce que je veux dire, c'est que Dune n'a pas été complètement déclassé encore. Puis Non. Bortoletto, c'est la voiture. On s'excusera. Ah, ouais, ouais. C'est ça, c'est la voiture, mais Bortoletto L'échantillon est fait pas bien. bon avec ça, là. Non, exactement. Donc, Adjar 9e, Alonso 10e qui vient. C'est une surprise là, pour Aston Martin. On dit pas d'amélioration, on a juste fait des configurations pour le circuit. Il disait dernièrement que la voiture tombe complètement morte dans les virages lents. On arrive justement à la section Mickey Mouse que tu faisais référence. Je Mhm. pensais que ça serait le clou dans le cercueil à Miami, que si on n'est pas capable de sortir de là assez rapidement, on perd trop de temps. Après ça, on a la grande ligne droite, ton tour est complètement compromis. Alonso pousse quand même sa voiture en 10e position. Ça, c'est encore là, c'est du grand Fernando. Je pense pas que la Aston Martin ait vraiment une voiture de top 10. C'est le pilote qui a fait la différence. Ouais. Parlant de faire la différence, Hülkenberg 11e, on lui a demandé, penses-tu que tu es capable d'aller chercher des bons résultats demain? Il a dit non, non, toutes les voitures qui sont en avant de moi sont supérieures à ce que j'ai. Donc, en gros, il nous disait ce qu'on s'attend toujours de lui, puis pas de surprise, Hülkenberg a mis la voiture beaucoup plus haute que ce qu'elle devrait être, tout comme Alonso, là. J'aimerais le voir, Hülkenberg, dans une voiture performante. Sérieusement, je pense que c'est vraiment une injustice pour Hülkenberg et pour la F1 qu'il n'ait jamais eu une voiture performante, là, qui ait jamais eu de baquet dans une écurie de pointe. Sérieusement, je sais que là, il s'en va avec Audi, puis c'est ça. Puis j'espère qu'Audi va avoir la recette gagnante parce que j'aimerais vraiment voir Nico Hülkenberg avoir ses lettres de noblesse là, avant sa retraite. Tu sais qu'il était mon candidat numéro un pour être le coéquipier de Max Verstappen? En fait, c'est quoi? Je savais pas ça, mais je l'aurais bien pris avec Max Verstappen parce que je pense pas que Hülkenberg se serait laissé influencer par l'effet Verstappen comme d'autres pilotes Ben moi, l'ont fait. j'aimais mieux ça que Sainz, du fait que
tant qu'à moi, Hülkenberg va être bien satisfait de son rôle. Je pense Ah pas qu'il se ouais. serait fait des accroires qui peut battre Verstappen, mais il aurait fait un malin plaisir à être près de lui, à Ouais. vouloir être compétitif. Il prenait une Haas, il la mettait constamment dans un top 10, donc Ah ouais. pourquoi il serait pas capable de le faire avec une Red Bull? Donc tout ça, là, Hülkenberg, pour moi, c'était le candidat Mm. numéro un, plus que Carlos Sainz. Je trouve qu'à toutes les fois que quelqu'un me dit Ah, ils ont manqué leur chance avec Sainz, c'est toujours tant qu'à moi, ils Mm. ont manqué leur chance avec Hülkenberg, parce que même un contrat d'un an, il l'aurait pris. Ouais. Il a toujours à la recherche d'un premier podium en Formule 1. Ouais. Il aurait Ça aurait été bon. récolté il aurait peut-être même récolté une victoire à droite à gauche, là, Ben oui, une oui. journée que Verstappen échappe la balle, là. T'accroches avec Hülkenberg, Norris. ouais, tout à C'est fait. ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est une Red Bull qui aurait dû ramasser la Ah, victoire l'année mm, dernière lorsqu'il s'accroche avec Norris, mais il n'y en a c'est pas vrai. de Red Bull près. Après ça, Ocon, quand même, fait bien. T'as un pari, toi, avec Ocon, hein? Ouais, ben moi puis Dominique 12e, Simard, mon ami Dominique, qui est aussi devant un Gasly. chroniqueur là-dedans. C'est Gasly, Ocon. Ben là, c'est lui qui a. Moi, j'ai Gasly. Lui, il a Ocon. C'est ça. Puis souvent, Gasly, j'ai l'impression que Gasly finit en avant, mais je pense qu'au championnat, Ocon est en avant de Gasly. Donc, ça va pas bien là pour ce fameux apéro qui est sur la ligne pour notre petite soirée bénéfice avec Sœur Angèle. On plug. Et elle est Ça, tellement ça. fine, Sœur C'est le Angèle. dernier Là. nom. C'est le dernier Ouais. nom que je pensais qu'on allait nommer au Non, mais en fait, FM. c'est une soirée bénéfice pour une fondation à Sœur Angèle annuelle, c'est au mois de décembre, là, mais une femme merveilleuse, hein, donc je préfère vous le dire. Et c'est J'ai ça, fait déjà que rencontré, Gasly. moi. Ah oui, ben Ouais, j'ai déjà écoute, on rencontré. dirait qu'elle vieillit pas, hein, cette dame-là. C'est vrai, c'est vrai. Puis elle est. Mais elle fait toujours semblant de me reconnaître à chaque année, alors je sais qu'elle me reconnaît. Ben moi, je l'ai Mais c'est bien pour être aimé, gentil. mais lorsqu'on m'accueille avec du sucre à la crème, c'est déjà vendu Ah d'avance, ben là. je vais Fait que- lui dire moi parce Ouais, qu'elle c'est m'en a ça. jamais donné. Ouais. Mais pour revenir à nos pilotes, ouais, Ocon est en avant de Gasly. Encore une fois, les deux sont très près l'un de l'autre. Gasly, lui, a percuté le mur avec sa roue arrière droite au virage 16 après la fameuse chicane Mickey Mouse. Maintenant, c'est dans la boîte, on va Ouais. l'appeler toujours comme ça. Et donc, ça aurait pu quand même lui coûter cher, pas en termes de temps, mais bien en termes de bris mécanique, ce qui semble pas être le cas. J'ai vu Leclerc aussi aller frotter là, moins violemment, en qualif aussi. Là, ce fameux virage 16-là a l'air quand même assez difficile à négocier. Là. Puis en même temps, c'est ce qui met la table pour la plus longue ligne droite du circuit. Donc, pour ceux qui ont peut-être manqué ça, Gasly, ben, en 13e position, c'est pas si pire, mais je pense qu'il aurait pu facilement aller la mettre dans le top 10 là, si ce n'était pas de cette petite erreur. On voit un peu à l'image de Sainz qui, dans le fond, a complètement manqué un freinage, là. Ah Fait à oui, ce mais moment, ça, ouais, ouais, Sainz, lui, il a euh, allumé ses pneus, là, puis il c'est savait hein, que fini. c'était lui, donc malheureusement, il est l'architecte de sa déconfiture, là, mais C'est ça. en même temps, ben, ça va peut-être nous permettre d'avoir quelques petits dépassements de la part de notre ami Carlos Sainz demain. 14e pour Lawson, on disait Sainz 15e, 16e pour Stroll. Pas facile pour Stroll, mais il a blâmé Verstappen. Verstappen qui est d'ailleurs sous enquête, lui et Oui. plusieurs pilotes. Je vais vous les nommer dans un instant. Doohan, 17e, pas content après Gasly. Il l'a bloqué en sortant des pluies, mais c'est une erreur. Gasly a mal braqué son volant, n'a pas réussi à sortir assez vite. Doohan était vraiment pas content, il s'est pas gêné sur le micro. C'est de là qu'on pense qu'il y a peut-être de la pression. Tsunoda, 18e, lui a fait une erreur. Après ça, ben là, il avait absolument besoin de sa dernière tentative. Puis à sa dernière tentative, il a aussi été bloqué par Max Verstappen qui s'en allait au puits, mais c'est pas vraiment rangé dans la ligne des puits. Donc moi, je serais pas surpris de le voir être pénalisé. Selon moi, il devrait l'être. A Mhm. bousillé la qualification de Yuki Tsunoda. On le sait, Yuki, par exemple, a ses torts aussi. S'il rate pas son coup dans la première tentative, il n'a pas absolument besoin de la deuxième, sauf que ça excuse pas le geste de Verstappen. Même chose pour Stroll, il blâmait Max là-dessus. Bortoletto, 19, 20e pour Berman. Berman a frappé en pratique, on le disait, donc pas beaucoup de confiance là, pour la qualification lorsqu'on a frappé le mur plus tôt dans la journée. Je voulais dire aussi rapidement, je voulais juste les mentionner, là, les pilotes qui sont sous enquête, il y en a une petite Ouais. liste. On l'a dit, Verstappen, Albon, Lawson, Sainz Sainz, et Bortoletto. Bortoletto. Fait que, on Oui. reste à voir qui va être pénalisé là-dedans. À l'heure où on se parle, toujours rien. Non, Toujours. c'est ça. J'ai les yeux sur le site F1 en même temps et là, il ne semble pas avoir de résultats à cet égard-là. Mais en ce qui concerne Verstappen, juste ce qui est arrivé avec Lance Stroll, je crois que déjà ça en partant, ça va peser dans la balance parce que je sais pas si pour ceux qui l'auraient manqué, mais je ne crois pas que personne l'ait manqué parce qu'on était vraiment, l'écran était sur Lance Stroll et je pense que c'est à la fin de la longue ligne droite.
Si je me trompe pas, c'est Lance Stroll était dans la ligne de course, donc à droite du circuit, et Verstappen était dans cette ligne de course-là. Stroll a dû sortir de la ligne de course, passer devant Verstappen qui roulait plus vite, et ensuite a négocié le virage avec une ligne de course qui n'est pas la ligne optimale, bien sûr, la plus rapide, et a dû terminer son tour de cette façon-là. Donc, normalement, Verstappen a dû se ranger à gauche du circuit, laisser passer Stroll et ensuite entamer son tour rapide. C'est pas ça qui est arrivé. Avec Tsunoda, ben, de ce que j'ai vu de l'image de Tsunoda, j'ai pas très bien compris comment Verstappen l'a gêné, mais je l'ai vu rapidement. Donc, Mais il a comme eu peur. Tsunoda, ouais, il a comme eu peur, mais ouais, c'est ça. Je pense j'ai pas que pas c'est. compris ça. Ouais. Fait que Parce je que vois pas c'est. la pénalité à cet égard-là. Puis il y a aussi Dowen qui était pas très content qu'ils aient comme relâché les deux Alpines en même temps, puis là, il n'a pas viré le volant assez, puis il a été pris dans les puits à se faire, mettons, reculer manuellement par ses mécanos. Puis là, il a pas été, il dit qu'il a perdu du temps en piste, puis je pense que c'est ce qui l'a empêché d'avoir un deuxième tour rapide parce qu'il n'a pas passé la ligne d'arrivée au bon moment. Donc, il n'était pas très content, mais en même temps, je pense qu'il est un peu l'architecte de ça aussi, parce qu'il aurait pu, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tourné son volant assez, puis pourquoi il n'a pas suivi son coéquipier. Je crois pas qu'il avait été gêné tant que ça. Donc, je Non, suis un mais ça peu reste à voir. 50-50, là. Je pense qu'il faudrait que je recheck un peu ça. Il a Mais peut-être été distrait par le mouvement en même ouais, temps, il je pense que s'attendait c'est ça. pas. Ça l'a distrait, mais en même temps, Ouais. si c'est de sa faute à lui, tu sais, je comprends la pression, là, puis on en a parlé tout à l'heure. Je pense que ça se fait plus sentir maintenant, puis que course par course, on va peut-être voir Doohan être un peu plus sur la corde raide mentalement là, à ce sujet-là. Ouais, ben, c'est ça. Fait que ça reste à voir Mhm. du côté des pénalités, toujours rien de confirmé. Le fait important, c'est que ils sont tous sur enquête pour ne pas avoir respecté le temps delta qui est remis par le directeur de course dans les directives d'avant-course, d'avant-week-end, là. Mhm. Donc, à ce moment-là, Verstappen, j'ai été surpris, il n'est pas sous enquête pour avoir bloqué. Normalement, lorsqu'on respecte pas le temps delta, seulement un pilote dans l'histoire a été pénalisé, c'est Max Verstappen à l'endroit de George Russell. Le reste, normalement, ça passe comme de rien, là, des avertissements, puis personne n'est pénalisé. Donc, c'est peut-être ça qui va sauver Verstappen et le fait qu'il y en a beaucoup. Alors, on peut pas, à moins on l'a déjà fait, là, mais peut-être qu'on va y aller du cas par cas, dépendamment qui a été gêné par ça. C'est sûr que Verstappen est le plus grand coupable parce que lui a vraiment gêné deux personnes Ah ouais. avec ça, du moins, au moins une, si on suit à ce que Stroll. Et c'est certain qu'avec l'attitude que Stroll avait en sortant de là, Aston Martin va sûrement aller témoigner et fournir des preuves concrètes pour montrer qu'on a gêné notre pilote. Tu sais, ce qui résume pas mal ce qu'on a vu aujourd'hui. Bien sûr, c'est avec seulement une séance d'essai libre puis déjà une sprint shootout, c'est dur de vraiment tirer des conclusions tout de suite. Là, une chose qui est sûre, c'est que c'est très serré. Le peloton, on le dit, Mercedes, probablement les voitures un peu plus basses, mais c'est légal. Est-ce qu'on va être capable de bénéficier de ça, qu'on a osé du côté de la stratégie, quelque chose qu'on pourrait voir si ça fonctionne, après ça qu'on pourrait voir probablement de façon plus régulière en Formule 1, on commence à apprivoiser les nouveaux règlements. Moi, j'ai fait ma prédiction qui va résister à la coupure, qui pourrait venir nous surprendre, présenté par Label A, nouveau commanditaire, nouveau partenaire du F1 Podcast. Ton côté, en terminant, il reste que trentaine de secondes pour toi, François, pour nous dire qui tu vois à travers cette sprint-là qui pourrait demain peut-être aller saisir une pole. Est-ce que tu vois Oscar Piastri se reprendre Lando Norris ou tu penses qu'Antonelli pourrait encore être en pole demain? Moi, je dis qu'Antonelli va mettre la barre très haute et va conserver la pole et avoir la victoire de cette course sprint-là. Je le sens et j'y crois. Tu y crois? Parfait. Moi, je pense que demain, c'est McLaren va en donner un peu plus. Peut-être forcer un des pilotes à faire une erreur à cause de ça, parce que là, on l'a vu qu'on peut pas juste retenir. Il faut vraiment donner le maximum et oser dans chaque virage, sinon on peut se faire surprendre. Il y a toujours Max Verstappen aussi qui pourrait causer surprise. C'était pas si loin que ça à certains moments, même si la voiture répond pas toujours bien. Mais chez Red Bull, on travaille plus avec les simulateurs. On travaille avec ce qu'on a de concret sur le circuit. Donc, tous les données qu'on va avoir accumulées aujourd'hui et lors de la sprint. Ça va être intéressant de voir ce qu'on va être capable de faire avec ça demain parce que tout ce qui vient de l'usine à la simulation pour l'instant, c'est erroné. Donc, Christian Horner mentionnait que on commence à construire un week-end avec des informations qu'on a sur le circuit. C'est vraiment pas l'idéal, mais c'est pour nous, présentement, chez Red Bull, c'est la seule façon qu'on a de maximiser les résultats et de pas perdre notre temps là, dans une mauvaise direction au cours d'un week-end. Donc, peut-être quelque chose à surveiller. Encore une fois, merci beaucoup François pour ton aide aujourd'hui. Tes commentaires et tes analyses sont toujours à point. C'est toujours au grand bénéfice des auditeurs de pouvoir t'entendre. Donc, un gros merci, puis je te souhaite un excellent week-end de course. Merci à toi aussi, c'est toujours un plaisir. Au revoir à tous.
C'était ce qui conclut notre épisode du vendredi 2 mai. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end à Miami. Et d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.